Alors, je vais très rapidement, parce que le programme est chargé, à introduire les prises de parole aujourd'hui et puis me décaler. Je ne voulais pas prendre la parole là pour vous laisser l'honneur de la prise de parole. Je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous partagez comme nous le sentiment de la nécessité de ce moment de rencontre. Comme nous, sans doute, vous avez le sentiment de traverser d'être dans un moment politique, je crois, très, très singulier. Un moment politique dans lequel, face à un tableau où que l'on regarde dans la société française, le tableau est sinistré. Et face à ce sentiment-là que des transformations profondes de la société française s'annoncent, on n'a parfois le sentiment sinon d'être démunis. Je crois qu'on ne l'est pas, on a des ressources, mais du moins d'être travaillé par de nombreuses inquiétudes et interrogations. Du coup, face à ces inquiétudes, trois grandes questions que je vais adresser aux intervenants aujourd'hui. Donc il y aura 2 tables rondes. Durant chacune de ces tables rondes, chacune des structures que vous voyez là à l'écran et qui est représentée par une personne, 2, parfois 3, prendront la parole durant une dizaine de minutes pour présenter l'état de leur mobilisation. Je vais y revenir. Et puis, chacun de ces moments, cette succession de moments de prise de parole sera suivie par un moment de discussion ensemble. Et il n'y a pas de pause entre les deux, puisque le programme est chargé. Pas de pause, mais on a oublié de vous dire, Laurent, tu as oublié qu'à la suite de la rencontre, il y avait un pot préparé avec beaucoup d'attention et de générosité par les étudiants du master. Donc restez pour le pot à la fin, si jamais les discussions ne vous ont pas suffi. Alors, je disais 3 grandes questions. La première, c'est lié à une nécessité d'information. C'est assez surprenant que dans cette société qu'on dit souvent surinformée, on ait le sentiment que les informations sur les réformes et les luttes dans le secteur culturel nous arrivent par bribes, de façon fragmentaire. Donc cette journée, elle répond aussi à ce premier besoin là de faire sens, de rassembler les informations dont on peut disposer sur les réformes en cours dans le secteur culturel. On est frappé par le fait que quand on a tous vécu plus ou moins comme auditeurs, la grève de Radio France. On a tous vu des vidéos des salariés de l'opéra donner des représentations devant l'opéra. On a parfois entendu parler de la Comédie Française en grève ou de la Bibliothèque publique d'information. On sait moins que des salariés de festivals de cinéma commencent à se mobiliser contre les effets de la réforme de l'assurance chômage. On sait moins aussi que les précaires de Paris Musée commencent à se mobiliser. Donc on est frappé par la récurrence des réformes, qu'elles soient nationales ou locales, qui s'inscrivent dans une politique dont on peut saisir la cohérence, et cette journée, elle vise aussi à essayer de comprendre la cohérence. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vos organisations ? À quel type de réforme vous êtes aujourd'hui confrontés ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous rassembler ? À descendre dans la rue pour certains, à vous mettre en grève pour certains, à imaginer de nouvelles formes de mobilisation éventuellement. Ça m'amène à la deuxième question sur les formes de la mobilisation. On dit souvent, donc ce moment politique singulier là, de mobilisation est aussi l'occasion d'entendre des discours qui parfois mettent à distance des formes qui seraient peut-être plus traditionnelles de mobilisation, comme la grève, qui serait peut-être une forme ancienne, surannée peut-être. Et on voit que certaines de ces mobilisations sont traversées par des formes de réinvention. On essaye de faire parler autrement des mouvements que traverse le secteur culturel. Et parfois, on redécouvre aussi la pertinence et la fécondité d'actions comme celle de la grève. Donc, où en êtes-vous de ces formes-là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quels effets ça a eu ? Quels effets ça a eu dans vos collectifs ? Quels effets ça a eu dans les rapports entre délégués syndicaux, salariés, avec parfois des organisations dans lesquelles il y a différents statuts qui cohabitent. C'est un deuxième ensemble de questions sur les formes de la mobilisation. Et enfin, une troisième qui est peut-être la plus difficile, parce qu'elle nous renvoie à
à nos inquiétudes, je crois, et puis quand même à la modestie de nos armes face à des politiques qui sont extrêmement déterminées et très peu attentives au bruit de la rue. Donc face à ces politiques, que peut-on faire aujourd'hui? Comment est-ce que vous imaginez la suite de vos mouvements dans les mois et dans les années à venir? Sur quelle stratégique, quelles ressources on peut s'appuyer? On sait tous que tous les changements, toutes les révolutions s'appuient sur des idées qui ont été longuement mûries et qui viennent de loin, que ce soit des réformes néolibérales comme celles que nous sommes en train de vivre ou d'autres, des réformes plus égalitaires. Donc moi, je ne doute pas que la rencontre, que les discussions d'aujourd'hui, que les rencontres qui vont s'en suivre vont nourrir une réflexion qui un jour portera ses fruits. Je vais commencer par céder la parole à Christine de la Bibliothèque nationale de France, car elle doit partir très vite après. Et puis Boris de la BNF aussi prendra la suite de sa prise de parole. Voilà, donc on a d'abord un moment sur les bibliothèques, puis Forme des luttes et le ministère de la Culture. Bonjour à tous. Donc je suis Christine, je travaille à la Bibliothèque nationale de France et je suis représentante du personnel CGT dans différentes instances de la bibliothèque. Je vais vous dresser un petit tableau du contexte BNF. Donc vous avez entendu parler peut-être, ou j'espère, de la mobilisation de la BNF lors de cette mobilisation retraite, parce qu'on a fait beaucoup d'actions, de manifestations, etc., visibles, justement, Nathalie en parlait, de nos manifestations, de nos grèves. Mais je voudrais aussi parler vraiment du contexte plus ancien, peut-être, que vous ne connaissez pas, et qui explique aussi la mobilisation à la BNF telle qu'elle a été au mois de décembre, au mois de janvier, puisqu'on a fait des grèves reconductibles et qu'on a mobilisé une partie des personnels de la bibliothèque. Parce qu'en effet, les politiques gouvernementales touchent durement la bibliothèque, comme beaucoup de secteurs de la culture. Et donc, on a par exemple, vous devez le connaître, des impératifs d'économie budgétaire, de suppression de postes. Donc nous subissons depuis, par exemple, la SGPP, ensuite on a eu la MAP, etc., des politiques gouvernementales qui nous demandent, qui demandent à l'établissement de faire des économies budgétaires, des suppressions de postes. Donc nous, à la BNF, on a subi près de 300 suppressions de postes. Sur un total, on est là actuellement sur un effectif de 1300 agents à peu près. Nous avons aussi eu des baisses budgétaires à environ de 5 millions. Donc, toutes ces politiques gouvernementales ont eu des conséquences sur l'organisation du travail, le fonctionnement de la bibliothèque, l'accomplissement des missions. Parce que l'accomplissement de nos missions, c'est très important pour les agents et les personnels. C'est le fondement, en fait, du collectif de travail. Et attaquer les missions de la Bibliothèque nationale, conserver, restaurer les documents patrimoniaux, le patrimoine écrit national, c'est quelque chose auquel les personnels sont très attachés. Donc réduire les budgets, réduire les personnels, ça veut dire toujours exécuter les missions, mais dans des conditions plus difficiles. Donc depuis 10 ans, nous subissons ces politiques et depuis 10 ans, les organisations syndicales organisent la résistance et la lutte face à ces politiques gouvernementales qui sont mises en œuvre à la bibliothèque comme dans d'autres établissements. Il faut dire aussi que le contexte BNF, du côté des organisations syndicales, on a un historique de résistance. On a des organisations qui sont plutôt bien organisées, avec des militants, donc qui sont actifs, dynamiques, et qui sont visibles par rapport au personnel.
C'est-à-dire que, quelle que soit l'organisation syndicale, que ce soit CGT, Sud, FSU, parce que nous travaillons en intersyndical à la BNF, nous distribuons régulièrement des tracts, nous sommes visibles par rapport au personnel, nous faisons des comptes rendus de nos instances, etc. Nous faisons des réunions d'information, nous faisons dans des moments de grève, bien sûr, des assemblées générales. Tout ça en accord pour mobiliser les personnels. Donc les organisations syndicales organisent, coordonnent les mobilisations en accord avec les personnels et peuvent en effet mener la lutte avec les personnels sur les missions et les dangers actuels par rapport aux politiques gouvernementales. Donc nous avons commencé ce travail en 2016 où nous avons mené de nombreuses grèves en 2016 sur des cahiers revendicatifs partagés avec les personnels. Nous nous sommes opposés aux suppressions de postes, au budget. Nous voulions une amélioration de nos conditions de travail. Nous avons aussi lutté contre la précarité, qui est quand même assez importante à la BNF avec l'emploi de contrats précaires. Ça a abouti aussi à des victoires, on peut le dire. En tout cas, c'était positif parce qu'on a eu une amélioration, notamment des conditions d'emploi des précaires. Et on a continué, on ne s'est pas arrêté en 2016, on a continué en 2017, en 2018 et jusqu'en juin 2019. Depuis 2 ans, on a arrêté les suppressions de postes. Tout ça avec des préavis de grève, des mobilisations, des jours de grève, c'est-à-dire que les personnels se sont mobilisés. Depuis 2016, en fait, nous sommes presque continuellement en grève à la BNF sur certaines périodes. Évidemment, ce n'est pas de la reconductible tout le temps. Donc voilà, quand le mois de décembre est arrivé, en fait, on avait les conditions favorables pour continuer. Parce que la question de la retraite, évidemment, c'est la question du modèle social. C'est derrière aussi tous les services publics, etc. Donc, ça parle au personnel. Mais il y avait, c'est l'analyse que nous, on fait à la CGT, on avait les conditions favorables pour continuer à mener la bataille contre les politiques gouvernementales. Je m'arrêterai là, je vais confier la parole à Boris. Je vais essayer de compléter en essayant aussi de répondre aux 3 questions qui ont été un peu posées. Nos problèmes et les réformes subies, ça a déjà été dit, on a des problèmes de suppression de postes, je ne vais pas revenir dessus. On a des gros problèmes de précarité, même si maintenant on a par la lutte réussi à les limiter. Et je vais préciser un tout petit peu ça parce que c'est quand même frappant. Et ça renvoie un peu à la deuxième question que j'anticipe sur est-ce que la lutte ça marche, est-ce que la grève ça marche. En 2016, on a fait 6 samedis de grève consécutifs. On a gagné. Après ça, effectivement, l'arrêt des suppressions de postes pour les années 2017-2018. Ils nous ont supprimé un peu de postes en 2019, mais on a refait grève. En 2020, on a gagné qu'il n'y ait plus de suppression de postes, qu'on reste à l'effectif où on était. Et on a gagné, entre autres, que les agents précaires, qui étaient des gens à temps incomplet et qui, au mieux, avaient des contrats de 3 ans, mais pour certains, étaient sur des contrats beaucoup plus courts en durée. Sur tous ceux qui étaient sur besoin permanent, donc qui étaient sur des missions qui sont permanentes dans notre établissement, passent en CDI. Donc aujourd'hui, l'emploi à temps incomplet sur les besoins permanents à la BNF, depuis 2016, c'est du CDI. Ce qui change énormément de choses pour les gens concernés, forcément, que ce soit par rapport à se projeter dans l'avenir, passer des concours, les conditions de travail, l'accès aux droits, etc. C'est une question transversale qui est très forte, et ça renvoie à ce que Vincent a pu dire. La précarité, c'est prégnant dans la culture. On est un établissement où il y avait beaucoup d'emplois précaires, il y en a un peu moins maintenant. Et la direction tente régulièrement de revenir dessus, en fait. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours de même manière de réintroduire des emplois précaires. Et en 2018, ils ont tenté de contourner en disant « Ok, normalement, l'emploi permanent, c'est du CDI, mais nous, on va faire plein de contrats sur des soi-disant besoins occasionnels qui en réalité sont permanents. » Ils ont déguisé. Et on est reparti en grève. Et on a eu un conflit très dur en 2018-2019. On a fait 33 jours de grève en tout sur un peu plus d'1 an. Beaucoup de samedis. Ça a été très long. Il y a eu beaucoup d'actions. Et ça renvoie à la question du répertoire des actions. On a fait grève. Et c'est la grève qui portait tout, qui nous permettait de nous libérer de faire d'autres choses. De faire des piquets de grève pour être visible dans le bâtiment,
disons-le clairement, leur faire mal au portefeuille, donc rendre gratuit l'accès aux bâtiments ou aux expositions, faire d'autres actions d'interpellation, de visibilisation, etc. Et au bout de ça, on a obtenu qu'ils réintroduisent les CDI pour les agents qui étaient sur ces types de contrats. Donc à nouveau, on n'a que des CDI sur ces types de contrats. Donc cette question de la précarité, elle est prégnante, elle dure depuis des années, il y a régulièrement des luttes là-dessus, et elles sont victorieuses. Et c'est la grève qui permet de porter les actions. Bon, on a aussi derrière ça d'autres problèmes. Alors les conditions de travail, et je vais juste en dire un mot parce que vous êtes peut-être lecteur, lectrice de la BNF, peut-être même en bibliothèque de recherche, et quand vous passez, vous devez voir le hall qui est tout joli, avec de la moquette, etc., pour le site de Tolbia qui est à côté. L'envers du décor derrière, il est beaucoup, beaucoup moins beau. C'est beaucoup de locaux aveugles où travaillent essentiellement les agents qu'on appelle magasiniers, donc ceux qui prélèvent les livres dans les magasins, les communiquent en manque de salle, etc., les agents de catégorie C, ou les agents précaires. C'est des très longs couloirs, donc des déplacements sans fin. C'est plein de problèmes techniques, c'est des problèmes de climatisation. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est de gros problèmes. On a obtenu, après des années de combat, quelques améliorations. Tout n'est pas encore réglé, loin de là, très loin de là. Et si un jour vous y allez et que vous voyez par exemple les gens qui travaillent dans le hall, le grand hall d'accueil, c'est des conditions qui sont assez très dures, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passages, c'est quand même très très dur pour eux. Donc on est toujours en mobilisation là-dessus. Ils ont encore fait grève le week-end du 15 et 16 février sur la problématique, les gens de l'accueil, entre autres, et avec les problématiques des conditions de travail. Pas que, il y a aussi des problématiques d'effectifs, on revient sur la question, mais c'était l'une des problématiques des meilleures conditions de travail, puisque ça fait des années qu'on nous promet des travaux pour améliorer ça, et que pour l'instant c'est repoussé, c'est délai, voilà, on ne sait pas quand. Donc il y a une vraie problématique de conditions de travail, et puis il y a derrière, ça rejoint à la fois la question des grands politiques de modification, l'action des établissements publics et puis du sous-effectif. C'est-à-dire qu'on est un établissement qui se réorganise régulièrement. Alors pas en entier, on est moins touché que d'autres établissements qui sont vraiment en organisation totale, mais régulièrement on réorganise les services, on fusionne, on crée, etc. Avec un phénomène très fort derrière, qui est commun à plein d'endroits d'action publique. Plein de tâches de technique, d'exécution, ce qu'on appelle la fonction publique de la catégorie C, sont supprimées. Christine a dit qu'il y avait 300 suppressions de postes, plus d'un tiers porte sur la catégorie C. Par contre, on crée des chargés de mission, par-ci, par-là, etc., des postes qui servent à nos yeux pas à grand-chose, entre autres pour trouver du financement privé, parce que l'État donne moins d'argent, donc il faut trouver du financement privé, donc on crée des postes de mécénat, etc., qui nous paraissent inutiles. Et ces réorganisations, ça entraîne des modifications des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on dégrade les conditions de travail pas simplement par l'environnement, on le dégrade aussi par le fait de réorganiser les tâches des agents. Et la dernière grande lutte en 2018-2019 portait aussi sur nos positions à un projet de la direction de réorganiser le travail en lien avec le public, qui visait en gros à faire travailler les gens plus, en disant vous êtes moins nombreux, donc vous allez travailler plus souvent les samedis, vous allez faire plus de tâches, on va vous réorganiser vos plannings, etc., pour qu'on continue à fonctionner avec moins de monde. On leur a dit non, la solution c'est de créer des postes. C'est d'ouvrir des postes, c'est de titulariser les gens. Et l'un des grands combats, c'était aussi qu'ils appellent des listes de recrutement qui avaient été organisées. Vous avez donc les gens qui étaient sur ces listes, mais où ils ne les appelaient pas pour des questions budgétaires. Et on a mené aussi ces grèves, on a obtenu en 2016 comme en 2018-2019 qu'ils appellent tous ces gens, qu'on épuise entièrement les listes. Ce qui a permis malgré tout de créer des postes. Pas autant qu'on aurait voulu, on n'a pas comblé tout le déficit, mais on a pu quand même le rattraper. Et puis un dernier point qui pour nous, moi je suis à Sud Culture, donc Sciences Culture et BNF est très important, c'est que les luttes dans la culture, ça concerne le personnel titulaire ou contractuel de droit public de l'établissement, nos collègues du reste de la fonction publique culturelle, mais la culture elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas les gens des sociétés sous-traitantes. On a des établissements publics, on a plein de sous-traitances, comme dans plein d'autres établissements publics, on a la restauration, on a la sécurité, on a le nettoyage, et il y a une tendance à externaliser de plus en plus de choses, clairement, de ces tâches, et pour nous, c'est aussi c'est nos collègues de travail. Ils font partie de la culture. Sans eux, la culture ne pourrait pas fonctionner, sans eux, la BNF ne pourrait pas fonctionner. Et leurs luttes sont aussi importantes. Et par exemple, en 2015, ça commence à dater un tout petit peu, mais c'est quand même dans cette logique, il y avait une grève des personnels de nettoyage pour obtenir des emplois, parce que aussi sous-effectifs, parce que la BNF, puisqu'elle a moins de budget, passe des marchés à rabais, en demandant aux sociétés de fournir les mêmes prestations, mais avec moins de monde, ou avec des horaires de travail tendus, ou avec une pressurisation, ou avec des contrats plus courts, et ainsi que des problèmes de salaire, etc. Et une grève qui a été victorieuse, qui a permis des embauches. Donc cette logique générale, elle est à l'œuvre partout, elle touche tout le monde, et ça renvoie effectivement à la question des formes de mobilisation, de grève d'action qui a été posée. Clairement, nous, on pense que l'essentiel, c'est la grève. Ensuite, ça permet de faire des actions.
Mais si on n'est pas en grève, c'est extrêmement dur de faire des actions, parce que quand on n'est pas en grève, on est au travail, et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et qu'en plus, comme dans plein d'autres endroits, on n'habite pas tous à côté, on a des déplacements, etc. Donc clairement, à un moment donné, c'est de réunir les collègues en assemblée générale, c'est ce qu'on fait à la BNF en intersyndical régulièrement, c'est de les informer, de débattre avec eux à un moment donné. Ce qu'on a fait là le 5 décembre, c'est de dire, on y va, on part. On part. Le 5 décembre à la BNF, pour prendre la dernière lutte, il y a des gens qui sont partis en grève reconductible, il y a des grévistes tous les jours à la BNF jusqu'à la fin du mois de janvier, début février même, je pense. Alors plus ou moins fort, hein, mais il y a toujours eu des gens, il y a des gens qui ont été en reconductible. Entre autres, j'ai fait quasiment tout le mois de décembre et tout le mois de janvier en reconductible, hein, donc on était un certain nombre. Et ça permet derrière effectivement de faire des actions. Quand on a fait des opérations de blocage, de visibilisation, d'aller rencontrer aussi l'extérieur, puisqu'à un moment donné, on est dans une lutte qui est interprofessionnelle. Et même dans nos luttes sectorielles, la question de la précarité, elle ne se pose pas qu'à la BNF, elle se pose dans d'autres stations d'agriculture, dans d'autres bibliothèques, ce sera évoqué. Donc on a trouvé très important dès le début du mouvement, le 5 décembre, d'aller vers les autres bibliothèques, qui sont après tout la logique dans laquelle on est, les autres établissements du ministère de la Culture, qui sont aussi la logique, c'est nos collègues du même ministère, on a fait pas mal d'actions ensemble avec les gens du Louvre, avec d'autres établissements, et puis d'aller vers les autres secteurs en lutte, où, pour essayer de mobiliser, il y a eu des actions communes interprofessionnelles dans le 13e, avec Paris 7, entre autres, hein, et pas que, on était à la manifestation qui a fini avec le lancer de rapports pas loin d'ici, au mois de janvier, avec les gens du ministère de Jeunesse et Sport qui sont avenue de France, avec les cheminots de la gare d'Austerlitz et les cheminotes de la gare d'Austerlitz, avec les gens de la ville de Paris, etc., avec la TIRU, les usines de cheminées qui fument un peu plus loin. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, on est dans une lutte commune, qu'il faut porter dans une question commune, et qu'on ne pourra pas obtenir... Enfin, nous, on pense qu'on ne gagnera pas à la BNF si on ne gagne pas partout ailleurs, qu'on n'arrive pas à défendre des notions de service public, d'une sécurité sociale et d'une retraite vraiment égalitaire et solidaire, améliorée par rapport à ce qu'il y a là aujourd'hui, avec des créations d'emplois, pas juste pour créer des emplois, mais pour effectivement lutter contre le chômage, pour aussi permettre à nos missions de service public de pouvoir être portées, déployées partout, et que à travers ça, le réseau aussi bien d'accès à la culture, d'accès à la connaissance, d'accès à la lecture publique puisse se développer, mais plus généralement tous les services publics en œuvre. Et ça on voit la dernière question, j'ai terminé là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue la lutte. Clairement, là, effectivement, il n'y a plus beaucoup de secteurs en grève reconductible. Il reste les éboueurs et si vous allez rue Brunceau, pas loin d'ici, il y a toujours des piquets de grève à côté de la TIRU pour faire dans le quartier. Il y a toujours les centrales nucléaires, ça c'est plus loin d'ici. N'empêche qu'il y a toujours des secteurs en lutte, toujours des mobilisations. Vous avez la date du 5 mars qui est très importante au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il y en a d'autres dans d'autres secteurs aussi qui s'additionnent comme ça. Il y a le 8 mars, Journée nationale de lutte pour le droit des femmes, qui est l'occasion de parler du fait que les femmes ne seront pas les grandes gagnantes, mais les grandes perdantes de cette réforme de la retraite. Et maintenant, il faut retisser des liens, refaire d'assemblées générales, rediscuter entre nous. C'est important pour une journée comme ça aujourd'hui, à l'échelle de la culture, mais aussi à l'échelle de la professionnelle dans le quartier, avec les universités, avec d'autres, pour poursuivre la mobilisation, pour repartir ensuite en manifestation et à un moment donné en grève. Et si on ne bloque pas l'économie, si le secteur privé s'y met pas, c'est extrêmement dur. Et l'enjeu, maintenant, il est là. Merci Boris. Donc Aurélie de la Bibliothèque publique d'information. Bonjour. Je sais pas si on m'entend. Ça va venir, ça va marcher. Donc moi je travaille à la Bibliothèque publique d'information. Je suis bibliothécaire et moi je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis le 5 décembre et comment à la BPI on s'est mobilisé et comment le collectif Bibliothèque en lutte s'est créé. Nous, en fait, le 5 décembre, on avait déjà un peu anticipé puisqu'on savait que le 5 décembre était une date attendue. Donc on a commencé à faire des assemblées générales en parlant un peu de ce 5 décembre. Et puis on a vite fait venir l'interpro, c'est-à-dire un cheminot, un enseignant, un étudiant, qui sont venus donc nous parler de leurs problématiques pour faire comprendre que voilà, le 5 décembre, il se passait quelque chose et que c'était... que ça touchait tout le monde et que la réforme des retraites, ça venait attaquer une fois de plus le cadre solidaire. Et donc, on a commencé comme ça et on a décidé de rentrer en reconductible aussi dès le 5 décembre. Donc c'est comme ça qu'a commencé le mouvement. Et puis très vite, on a vu que, par exemple, à la BNF, il se passait aussi des choses. Donc on a commencé à aller d'AG en AG, c'est-à-dire que des gens de la BNF sont venus à notre assemblée générale. Nous-mêmes, on est allés à leur assemblée générale. On est allés aussi aux assemblées générales des agents Ville de Paris, où il y avait aussi des bibliothécaires, mais pas que.
Et peu à peu, voilà, donc ça s'est fait quand même assez vite. Et très vite, on a senti qu'il fallait qu'on aille aussi un peu plus loin et qu'on lance un appel. Pourquoi ? Pour sensibiliser les bibliothécaires, c'est-à-dire déjà dans notre secteur. Et pourquoi dans notre secteur ? Parce que être bibliothécaire, ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est une mission de service public et on a des valeurs qui nous ont amenés là, on a des valeurs à défendre. Nous, par exemple, à la BPI, on accueille des publics précaires, on les voit, donc voilà, ils existent. C'est pas un phénomène qui est écrit sur un journal qu'on lit le matin, c'est des choses qu'on vit. On a également des précaires à la BPI, puisque on est environ 200 permanents, 200 titulaires, et il y a une 50aine d'étudiants qu'on appelle, nous, les vacataires, mais qui sont donc des contractuels non renouvelés, qui travaillent par période de 6 mois, et voilà, et qui viennent faire soit du rangement, soit de l'accueil, et de plus en plus de l'accueil. Donc voilà, donc c'était quelque chose qui était assez vivant chez nous. Il s'avère que dès le 5 décembre, on a monté tout ce qui s'est passé, toute la lutte a été montée avec des vacataires, c'est-à-dire que nous avons travaillé, il y avait des étudiantes qui étaient à nos assemblées générales, et on a travaillé ensemble sur la lutte dès le 5 décembre. Ensuite, par rapport, donc moi je ne suis pas syndiquée, on était plusieurs à être pas spécialement militants, pas spécialement syndiqués, donc il y avait vraiment quelque chose qui est né de ce qui se passait et vraiment de nos valeurs aussi. Donc c'est ce qu'on a mis en avant aussi dans l'appel des bibliothèques, qui a été lancé le 23 décembre et qui a tout de suite eu un écho assez important. C'est-à-dire que nationalement, il y a des bibliothèques d'un peu partout, des petites bibliothèques, des plus grosses bibliothèques, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales, des bibliothécaires en tout cas qui se sont reconnus. Et l'idée, c'était en fait un appel à se mobiliser partout en France en se rappelant pourquoi on avait choisi ce métier-là et pourquoi il était important que nous, on s'agite à ce moment-là et qu'on se mette en grève et qu'on se mette en action. Donc c'est comme ça que c'est né, et il y a eu une première assemblée générale, et depuis, donc là on en était à la 7e hier, ou 8e, voilà, 8e je crois hier. Donc toutes les semaines en fait on se réunit sur Paris, mais on a créé aussi une liste de diffusion nationale, ce qui fait qu'on essaye de vraiment rester en lien avec toutes les bibliothèques partout en France, et voilà, d'essayer de mettre en action quelque chose. Pour nous, il a été aussi important. Donc là, je vais parler aussi un peu ce qui a été dit au début. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas représentative de la BPI. Je ne suis pas représentante, en tout cas. Je suis une des personnes qui étaient en action. Et donc, je vais parler en mon nom. Et ce que je dis, je le dis en mon nom. Même si je peux donc vous livrer cette expérience. Le collectif Bibliothèque en lutte s'est inscrit après dans les manifestations. On est, voilà, et on essaye de réfléchir... peu à peu aux actions, mais on est en écho avec ce qui se passe sur le terrain. Je bifurque du coup vers l'interpro, ce qui a été dit par Boris, c'est-à-dire qu'il y a une lutte qui n'est pas sectorielle, qui est une lutte générale, puisqu'on est attaqué, tout le monde est attaqué, c'est une société et un modèle social, comme ça a été dit, qui est attaqué. Du coup, il est impossible, à mon sens, de ne pas aller voir ce qui se passe sur le terrain et de ne pas être au courant de ce qui se passe partout, en fait. C'est-à-dire, si on ne sait pas ce qui se passe actuellement à la RATP, à la SNCF, où on est la mobilisation un peu partout sur le terrain, il est difficile d'être en action et d'être dans l'intérêt général de la lutte. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même que ce gouvernement plie et que toute sa politique et sa clique disparaissent, en fait, et que ce soit un autre modèle qui soit proposé. Et donc, pour ça, il est indispensable de faire des allers-retours entre notre secteur et les autres secteurs. Et donc, pour ça, il est important d'aller dans les AG Interpro et de faire plein d'actions en commun, ce qui est fait. On se croise tous. Je suis désolée, je peux me gorger. La réalité des corps. Donc, on se croise tous et toutes un peu partout. Et ça, c'est important. Et du coup, je veux aussi vous parler de ça. Par exemple, il y a des semaines qu'on vit qui sont complètement dingues, quoi. Où le matin, il y en a qui se lèvent très tôt et qui vont sur des piquets de grève RATP. Je parle de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est moins vrai aujourd'hui. On va après à un blocage pour soutenir des lycéens et lycéennes qui ensuite
ah bah tiens, ils sont placés en garde à vue, donc tiens, bah on va aller au commissariat. Mais c'est ça nos semaines en fait. C'est des semaines complètement dingues. On m'aurait dit il y a 2 mois, tiens, tu vas bloquer le Louvre. C'est des choses complètement aberrantes où tu vas devant un commissariat défendre un gamin ou une gamine de 16 ans parce qu'il a bloqué. Donc voilà, on est dans cette réalité-là. Et si on n'a pas cette vision globale, pour moi, c'est compliqué parce qu'en fait, je suis bibliothécaire, mais je suis aussi maman, je suis femme, on est tout ça. Et pour moi, l'intérêt dans cette lutte et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer d'abolir les frontières, ces espèces de frontières artificielles. C'est-à-dire que quand moi, je vais travailler le matin, je ne suis pas plus femme ou plus mère, je suis tout ça. Quand on va, je sais pas, on va aux urgences, oui, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de l'école, même si on n'a pas d'enfants, c'est l'éducation, c'est la société. Donc en fait, je pense que les luttes sectorielles, elles sont importantes parce que ça montre les attaques puissantes qui sont menées dans tous les secteurs. Et on a des choses à faire. Donc par exemple, je passe du coq à l'âne, mais parce que tout est lié et tout est imbriqué. Mais dans le collectif, par exemple, Bibliothèque en lutte, effectivement, les revendications communes à toutes les bibliothèques, on a fait un appel là-dessus et on continue à les travailler, mais je vous le dis avec toujours la vision globale de la lutte, puisque si on n'arrive pas, si on gagne pas sur les retraites, gagner sur les retraites, c'est gagner sur tout le reste après, c'est le premier pas en fait. Donc pour moi et pour d'autres, c'est très clair que ce lien-là, il est indispensable. Et c'est pour ça que la grève, effectivement, elle paraît nécessaire. Et que quand on est étudiant dans la culture ou quand... je ne vois pas comment on peut continuer à penser qu'il y a des barrières un peu comme le nuage de Tchernobyl qui aurait épargné certaines personnes, quoi. À un moment donné, on est tous et toutes dans le même bateau. Et donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut même plus se poser des questions en me disant, est-ce que ça me concerne, la réforme des retraites ? Oui, bien sûr. Tu vis dans cette société, tu as un vieux, tu as un petit, tu as un cousin, tu as n'importe quoi. Voilà, je veux dire, donc on peut pas penser qu'à un moment on est épargné par ce monde-là, ce n'est pas possible. Donc à un moment, on a juste à le combattre. Et ça, pour moi, ça a été le plus prégnant, ça a été quand j'étais devant Hélène Boucher, que j'ai vu des policiers devant Hélène Boucher, que je les ai vus gazer. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce que je voyais dans les livres d'histoire, c'est là. Et à un moment donné, où on est témoin passif, et je ne vois pas comment on peut l'être, où on décide, où on est en résistance. Pour moi, aujourd'hui, on est obligatoirement en résistance. Ça ne veut pas dire que je compare des choses et des moments d'histoire. Ça veut dire que pour moi, là, il y a des libertés fondamentales qui sont en frein. Il y a des attaques sur le service public qui sont monumentales. On le voit, moi, dans mon travail, je suis en charge d'un réseau de bibliothèques. Donc, je vais sur le terrain de différentes bibliothèques et je vois concrètement les personnels qui ne sont pas renouvelés, les locaux, la façon, la pression qui est mise. Nous, à la BPI, comme d'autres, on a maintenant une prime au mérite. Donc, je veux dire, on a vraiment un management qui a changé. Les attaques, elles se voient, ce n'est pas des choses qui sont écrites et dont on aurait juste eu vent. C'est des choses qu'on vit concrètement dans nos boulots, en fait. Voilà, et je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps. Par rapport aux actions, juste dire que nous, l'enjeu, ça a été de visibiliser la lutte, effectivement. Hein, c'est-à-dire que nous, ça a été de fermer la bibliothèque à la BPI. Mais comment on fait pour que... les masses médias et tout, voilà, comment on fait pour visibiliser notre colère, notre lutte, et c'est toujours en questionnement. Donc oui, la grève, hein, mais pour nous, ça a été la fermeture de la bibliothèque, la grève nécessaire pour aller sur les actions, et toujours ces questionnements. On fait que de se questionner là-dessus, ce qui est assez horrible, quoi. On ne devrait pas avoir à se questionner sur comment ma tante en Ardèche va être au courant de ce qui se passe ici, quoi. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On est obligé de se poser des questions de communication et tout. Ce qui est pour nous assez terrible. Parce que, en fait, on devrait juste dire, mais regardez, quoi. Regardez, on ne peut plus faire notre boulot. Et ça devrait suffire, mais ça ne suffit pas. Donc, toutes les idées sont toujours bonnes et on est toujours en train de réfléchir à des idées.
Est-ce que j'oublie des choses? Sans doute, mais voilà, après, il y a tellement à dire de toute façon que je pense qu'on pourrait passer des heures. Mais voilà, je sais pas si... Non, mais le moment de discussion après permettra de compléter. Donc Donc pour continuer à comprendre comment le nuage du néolibéralisme ne s'est pas arrêté aux frontières de nos organisations locales, donc je passe la parole à Forme des luttes. J'ai soudain un oubli sur vos prénoms puisque Sébastien n'est pas là. Alors, il y a Clément et Bruno. Et Bruno, voilà. Clément et Bruno qui vont tout de suite présenter la manière dont ils se sont engagés à partir de création visuelle dans des luttes sociales contemporaines. Et du coup, on va avoir une projection en même temps. En fait, on va dérouler un peu après les images. Je veux juste d'abord expliquer un petit peu ce que c'est que Forme des luttes. Forme des luttes, c'est un mouvement spontané de graphistes et de dessinateurs. Et tout est né en fait d'un mail qui a été envoyé par un graphiste qui s'appelle Régis Léger, alias Dugudus, qui nous a contacté, un petit groupe, quoi, et on est tous déjà un peu militants, carrément militants même dans différentes organisations. Clément et moi, on est au SNAP CGT, c'est le syndicat des artistes plasticiens de la CGT, et donc voilà, il nous a envoyé un mail en disant: vous ne pensez pas que ça serait sympa de faire des images pour les manifs qui vont venir, et bon voilà, on a tous répondu oui, c'est une très bonne idée, parce que de toute façon, notre pouvoir de nuisance ou notre pouvoir de blocage en tant que graphiste ou en tant que plasticien, il est nul. C'est-à-dire que si on arrête de faire des images en disant on pose des crayons, on fait plus rien, ça fait chier personne, il faut être clair. Donc au contraire, dans ces situations-là, on est plutôt tendance à dire mettons notre savoir-faire au service de la lutte, quels que soient les secteurs. C'est-à-dire que les images, là, elles avaient vocation à être distribuées et utilisées par tout le monde. Donc je vais avancer. Tu veux continuer ? Je vais présenter un peu notre métier, en fait. Donc on est artiste-auteur, donc on est un peu le rêve du MEDEF parce qu'on est payé à la tâche. C'est normal pour des artistes. La réforme, elle a deux conséquences graves pour nos métiers. C'est déjà les annuités, puisqu'on a on est un secteur assez précaire et pauvre, et on ne fait pas forcément des années complètes. Du coup, passer de 40 à 43 annuités, ça peut prolonger de 5 à 10 ans. Moi je sais que les 4 premières années de ma carrière, elles ne sont pas comptées, et j'aurai sûrement des trous dans ma carrière. C'est normal. Et aussi un grand risque des augmentations des cotisations. Donc en gros, on va cotiser plus pour toucher moins au final, donc c'est une drôle d'idée. Donc c'est un peu les éléments qui devraient tous nous mobiliser. Le second problème qu'on a, c'est qu'au niveau des organisations syndicales, on est les seuls, nous au SNAP CGT, à inviter à faire grève et lutter contre cette réforme. Donc on se sent un peu seul, donc c'est pour ça aussi qu'on a eu envie d'investir autre chose, quelque chose qui n'était pas syndical, mais un autre organisme. On a rencontré des militants d'autres secteurs, donc des militants politiques, des militants pour le climat, et en manifestant, on a créé des liens d'amitié, tout simplement. On s'est amusé, on a pris du plaisir à manifester. En fait, voilà, le truc sur Forme des luttes a cette dimension un peu particulière, donc d'avoir collectionné, on va dire, un certain nombre d'images qui sont donc utilisables par ceux qui veulent. En fait, n'importe quelle organisation en lutte peut aller sur le site, télécharger les images, les utiliser pour faire des pancartes, des banderoles, tout ce que vous voulez. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des événements, on va dire, donc d'autres graphistes, etc., ont rejoint, ont participé, ont contribué, ont fait des images à leur tour. Et ça a donc
forcément le mouvement a enflé un peu. Et surtout, ça a permis de rencontrer d'autres structures comme Arts en grève, qui n'est pas une structure, mais un regroupement de structures, de participer dans les manifs en distribuant donc, les autocollants, etc., d'aller faire des ateliers, en fait, participer à la vie de la lutte globale. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de... On n'était pas sur une défense sectorielle, là, on est sur un sujet général, et donc d'aller donner du matériel, des images sur les piquets de grève, dans les manifs, etc. Donc c'était vraiment l'intention. L'autre élément qui est peut-être plus anecdotique, mais qui était aussi une volonté, c'était, il se trouve que sur les manifs, les gens donnaient des sous. Alors, les images sont gratuites, hein, mais les gens voulaient participer à l'effort de grève, et donc cet argent, il est à vocation soit à réimprimer de nouvelles images, soit à donner aux caisses de grève. Donc voilà, c'était notre sentiment, on va dire, l'intention de participation à l'effort de grève global. Et donc ça, c'est sur les formes que ça a pris. Donc ça a pris différentes formes, ceux qui faisaient les images, ceux qui étaient dans les manifs, qui distribuaient. Bon, c'est assez joyeux comme action. Et puis à la question qui est après, qu'est-ce que ça peut devenir, ce genre de mouvement, en fait, ça peut continuer à être ce que c'est déjà. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, notre pouvoir de nuisance, il est précisément de faire des images et pour dire les choses. Alors après, on peut aussi se mettre au service de ceux qui ont des choses à dire et qui ne sont pas déjà dites dans ce qu'on a proposé. Donc il y a cette dimension-là, mais quelque part, forme des luttes, nous, ce qu'on aimerait, en tout cas, c'est le sentiment qui, pour l'instant, prédomine, c'est en fait continuer à faire exister cette base, ce réseau et cette base d'images et de la faire, la rendre utile aux différents mouvements qui pourraient venir, qui seraient forcément sur d'autres sujets, sur les questions climatiques, etc. Il y a des tas de luttes encore à venir pour lesquelles les graphistes que nous sommes on peut intervenir selon notre domaine de compétences à produire des images qui alimentent les banderoles, les pancartes, les slogans des futures manifestations. Aussi sur la question de l'avenir, on a, avec nos rencontres justement, avec Arts en grève, on a eu des discussions, on a fait des expositions, là c'était au DOC, où là cette fois on faisait une exposition pour récolter des fonds pour les caisses de grève. On a rencontré aussi d'autres personnes qui réfléchissent à notre condition, et c'est le titre d'un livre d'Aurélien Catin sur la condition des artistes-auteurs, qui est assez précaire, qui a une vision, on va dire, un peu communiste, pour pas dire anticapitaliste, vu qu'il est dans l'héritage de Bernard Friot sur le salaire à la qualification. Et c'est un truc auquel les artistes-auteurs sont plutôt assez ouverts, contrairement peut-être à des salariés qui se posent moins la question. Après, c'est vraiment quelque chose qui se pose pour nous, parce que comment est-ce que tu qualifies la qualité ou les critères de qualité chez un artiste ? Il y a des questions qui portent à la réflexion, mais c'est hyper intéressant et encourageant aussi de ne pas être que dans une lutte contre un système, mais aussi d'être une force de proposition. Et je crois qu'on a un peu tous envie de ça, d'avoir une société meilleure. Et là, ce qu'on fait, on n'est pas en train de déprimer quand on manifeste, on est en train de fabriquer des choses, on est en train de s'amuser, de créer des tissus amicaux, de déconner quand on fait nos manifs. C'est un peu ça qui nous a encouragés, qui nous permet de tenir pour quelques temps, je pense encore. Voilà. On n'a pas grand-chose à ajouter. Sur le site internet, donc vous allez peut-être sur l'onglet, vous pouvez télécharger toutes les images très rapidement pour les utiliser soit sur internet, soit les imprimer en affiche, soit décorer votre chambre, ce que vous voulez. Vous pouvez voir, il y a vraiment à boire et à manger, pour tous les sujets, il y a des trucs un peu... Il y a plein de gens qui utilisent les autocollants pour les mettre sur les casiers des collègues qui ne sont pas encore en grève, donc c'est assez pratique. Voilà. Donc voilà, merci. Merci. Je donne
tout de suite la parole à Valérie et Jean-Paul, parce que Valérie devra partir tout à l'heure. Donc ils sont tous deux délégués CGT au ministère de la Culture. Bonjour à tous. Et merci de votre invitation. Alors il y en a un d'entre vous qui disait tout à l'heure que culture est politique et pourtant le ministère de la Culture est technique. Donc nous on est des responsables syndicaux de la CGT au ministère de la Culture, c'est-à-dire la CGT des personnels du ministère de la Culture qui sont à grande majorité des personnels de droit public, mais peut aussi y avoir des personnels de droit privé. Alors pour répondre concrètement aux questions qui ont été posées tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rassemblés, puisque pas plus tard qu'hier on était encore en intersyndicale les uns les autres, et évidemment c'était le projet de réforme des retraites, même si avant il y avait des intersyndicales sur d'autres sujets, mais évidemment sur le projet de réforme des retraites et contre ce projet-là. On a donc réuni une intersyndicale, on a invité tout le monde, mais après en définitif le préavis de grève pour le 5 décembre, pour faire simple, ça a été celui qui a été signé par la CGT, la FSU Sud et l'UNSA du ministère de la Culture. Mais il n'y avait pas que des questions de retraite, il y avait aussi des questions de politique, de la place et du rôle du ministère de la Culture, parce qu'il est attaqué par des réformes d'État, pour faire simple, des réformes de mécano administratifs, de réduction, de suppression d'emplois, de suppression de crédits, et pour réduire la place et son rôle. Donc on a mis ça aussi, pour faire simple, dans le préavis de grève, notamment pour défendre les politiques nationales de la culture, mais aussi les réseaux nationaux. Et puis après, on a mis aussi les questions sociales, puisque le ministère de la Culture est un ministère qu'on qualifie de pauvre, à savoir que si un jour vous venez au ministère de la Culture, vous verrez, vous ne serez pas payé énormément. Voilà, sachez-le quand même. C'est bien comme ministère, mais voilà, c'est pas là où on fait fortune, c'est le moins qu'on puisse dire. De manière générale, dans la fonction publique, on ne fait pas fortune. Et notamment... Donc voilà, des revendications sociales, parce que je ne reviens pas sur ce qu'ont dit les collègues et les camarades, beaucoup de précarité, mais aussi c'est un ministère éclaté, puisqu'il faut imaginer qu'il y a une administration centrale, des directions régionales des affaires culturelles, des services à compétences nationales qui sont des entités d'administration centrale, et puis à peu près 80 établissements publics. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle un ministère éclaté, où là-dedans, les agents se considèrent comme aussi des agents du ministère de la Culture, mais où les questions d'égalité de traitement sont très prégnantes et sont très importantes, puisque vous pouvez ne pas, même si vous faites le même métier, mais ne pas gagner le même salaire à la fin du mois. Donc voilà, ça c'est important. Donc voilà, on s'est mis tout simplement en tas, on a fait ce qu'on appelle une intersyndicale, et puis on a discuté entre nous, et puis on a fait un préavis de grève, et puis après, pour faire vivre le préavis de grève sur les retraites, je ne reviens pas sur ce qu'on dit sur les collègues et les camarades, on a fait comme ça... ensemble. Et par ailleurs, la difficulté qu'on avait, c'est que nous, on a à essayer de monter la mobilisation et le rapport de force sur l'ensemble du ministère de la Culture. Or, les cultures professionnelles et les cultures syndicales sont complètement différentes. Ce qui se passe à la BNF, c'est pas nécessairement vrai dans une direction régionale des affaires culturelles qui est éclatée sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas nécessairement vrai dans un établissement public comme l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, qui est aussi éclaté sur l'ensemble du territoire, qui a aussi sa propre histoire sociale et de lutte. C'est pas la même chose non plus dans un établissement comme l'Opéra de Paris. Bref, et donc toutes les cultures professionnelles et donc tout ça, c'est la difficulté, c'est justement d'essayer de mettre du rythme, de donner des idées, de faire des tracts et ainsi de suite, de manière à ce que les uns et les autres on puisse se réunir. Et donc c'est pour ça que souvent on a appelé et à des assemblées générales bien sûr, et à faire grève ensemble et en reconductible, qu'on a appelé à faire des cortèges culture sur l'ensemble, à chaque fois dans les mobilisations qu'il y avait sur la réforme des retraites, de faire des cortèges culture, ça nous paraissait intéressant. C'est aussi comme ça qu'on a fait connaissance, beaucoup, de faire des actions ensemble. Les formes de solidarité ont été très très fortes, ça c'est important de ce point de vue-là, d'avoir aussi une sorte de charte graphique de l'intersyndicale du ministère de la Culture, c'est important. Bref, voilà, on a essayé d'être visible. Mais pour ça, évidemment, la grève, c'est important, mais les actions, les communiqués de presse, tout ce qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, les photos, c'est ça aussi qui est fondamental. Mais ce qui est
ce qui est important aussi, parce que sur les retraites, évidemment, qu'on a fait beaucoup d'assemblées générales, mais contre la réforme de l'État, qu'on appelle Action publique 2022, qui vise à supprimer 60 milliards de crédits, de crédits publics ou de crédits liés aux droits sociaux, et 120 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique, faut imaginer que c'est quelque chose qu'on a dans le viseur depuis 2 ans. On est dessus depuis 2 ans. Maintenant, ça a pris un autre nom. Maintenant, on appelle ça le plan de transformation ministérielle, parce que quand on change de ministre, ils appellent ça autrement. Voilà, ils disent non, ce qui s'est passé avant, c'est plus ça. Moi, vous allez voir ce que je vais faire, ça va être super. Bon, bref. Et donc, voilà, on a besoin à chaque fois de mobiliser les personnels là-dessus. Et Jean-Paul, lui, il connaît beaucoup l'administration centrale du ministère de la Culture, et c'est encore une autre culture administrative, de travail et de lutte. C'est pas nécessairement la grève générale et reconductive en administration centrale, mais ailleurs non plus. Hein. Moi, je suis pas là pour péter l'ambiance, mais bon, je suis là pour dire que c'est... Non, mais c'est pas partout pareil, hein. C'est très compliqué, et la difficulté qu'on a justement au niveau intersyndical sur l'ensemble du ministère, c'est à essayer de monter le rapport de force de différentes manières, mais le rapport de force, évidemment, c'est la grève, et certainement la grève le plus efficace, mais il y a aussi ce qu'on fait, ce qu'ont montré tout à l'heure les camarades sur les formes de lutte, ça c'est extrêmement important, les visuels, on appelle ça des visuels, parce que maintenant l'intersyndicale a ses visuels, il y a aussi les actions qu'on peut faire, bon bref, tout ça, tout ce qu'on fait, les communiqués de presse qu'on peut faire, tout ce qu'on peut, bref, ce qui est notre soft power, entre guillemets, si la grève est le hard power, et ben le soft power, voilà, c'est tout ce qu'on essaye de mettre en œuvre de manière à ce qu'on ait plus de lisibilité. Et donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, beaucoup, et Jean-Paul reviendra peut-être plus dans le détail, c'est des assemblées générales, voilà, pour réunir les personnels en administration centrale sur les réformes dont ils font l'objet, dont leur travail fait l'objet, hein, parce qu'il y a une perte de sens considérable. Après les RGPP, le ministère de la Culture, il a quand même du mal à fonctionner, c'est très compliqué, et donc du coup, on ne peut pas non plus rester comme ça. Donc il faut aussi qu'on ait un ministère de la Culture qui soit opérationnel, au service de la société, qui soit en phase avec la société, qui soit pas hors sol ni techno, ça n'a pas de sens. Donc pour ça, il faut redonner du sens. Ça, c'est les personnels qui connaissent très bien leur métier, leur mission, donc c'est à eux de redonner du sens, c'est à eux qu'on doit réunir, puisque la parole des personnels, elle est délégitimée, la parole du travail réel, elle est complètement délégitimée, elle n'est pas écoutée, contrairement à ce que disent la grande hiérarchie ou la haute fonction publique, ils savent absolument pas ce que font les personnels, et ils sont, voilà, c'est pas une parole légitimée. La parole des représentants du personnel, je vais pas non plus, je vais rien vous cacher, hein, dans les instances représentatives du personnel, c'est très très compliqué, que ça soit dans les comités techniques, dans les CHSCT, dans les conseils d'administration, ce que disent les représentants du personnel, pour eux, c'est un mauvais moment passé, mais voilà, on peut voter négativement contre quelque chose. Voilà, ils nous reconvoquent 15 jours après, et puis voilà, puis c'est tout. Et puis de toute façon, ça passe au Conseil d'État ou ailleurs, et puis un jour, ça arrive sur le journal officiel ou pas. Et puis voilà, et puis ils avancent. Et puis donc voilà. Donc après, il faut trouver d'autres moyens, des moyens complets de rapport de force. Et la question de l'heure mensuelle d'information syndicale, qui est un droit dans la fonction publique qui permet de réunir les agents quand on veut, et les agents ont le droit à 1 heure par mois. Eh bien, on en a usé et abusé, mais toujours en restant dans les règles du droit. Et ça, c'est extrêmement important. Ça donne la parole au personnel. Nous, on s'organise avec eux. Ils parlent de leur métier. Et Jean-Paul vous dira plus précisément, parce que c'est quelque chose qui est très, très dur à tenir. Ça demande de la rigueur, ça demande de la faire vivre dans les instances, et ainsi de suite. Donc, il vous expliquera ça quand j'aurai fini, ou maintenant, comme tu veux, Jean-Paul. Comme tu veux. Bon. Bah, vas-y, maintenant, c'est le bon moment. Oui, non... C'est vrai qu'une administration centrale, au fond, qu'est-ce que vous a dit Valérie? Alors, vous ne vous préoccupez pas, hein, l'accent, ça fait un bon moment que je ne suis pas rentré en Italie, donc je ne vous ramène pas le coronavirus, là. C'est bon, c'est bon. C'est seulement l'accent pour là aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être. Mais là, aujourd'hui, il y a seulement l'accent. C'est qu'est-ce qu'elle disait Valérie sur la diversité du ministère de la Culture et de la diverses réalités. En réalité, vous les retrouvez en petit en administration centrale. Parce qu'en administration centrale, vous avez la direction générale du patrimoine, avec tous les métiers du patrimoine dedans, les différents services. Vous avez le secrétariat général où il y a des missions de politique transversale, mais surtout de la gestion financière, ressources humaines et cette partie-là. La direction de la création artistique, où vous avez les différentes créations, art plastique, spectacle vivant et compagnie, et vous avez la direction du livre et des industries culturelles, vous avez les livres, les médias, l'émission. Donc vous avez plein de métiers réduits en petit. Dans un contexte où vous avez, parce que le management des dernières années a un peu porté, ça vous porte de plus en plus, au moins ils essayent, et c'est ça que peut-être ça arrive
ils n'arrivent pas bien à faire, heureusement, au ministère de la Culture et à l'administration centrale, c'est plus en plus de mettre les personnes en compétition les uns vers les autres, que ce soit par les primes, que ce soit par les objectifs, que ce soit pour la charge de travail. Pour maintenant, ils n'y arrivent pas, ils essayent, et donc le rôle qu'on a un peu, c'est de les retrouver et de recréer du collectif. Qu'est-ce qu'on a la chance, disait Valérie, on est de 2 années qu'on est un peu sur Action publique 2022 et sur le plan de transformation ministérielle, parce qu'au fond, il y a une tradition que ça reste vivant au ministère de la Culture. Vous avez les tombées du camion et les oublis à la photocopieuse. Donc, on arrive à avoir des documents qui en réalité sont secrets, mais qu'ils tombent du camion et donc on retrouve, ou on retrouve que quelqu'un les a oubliés à la photocopieuse. Donc, on arrive à être au courant de qu'est-ce que plus ou moins ça va se passer et on arrive à mettre au courant le personnel, les agents, pour qu'on puisse réfléchir et réagir ensemble. C'est une tradition au ministère de la Culture, on espère que ça continue. Ça a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait des réformes de Sarkozy, ça a été passé pareil. Et donc, c'est de recréer, au fond, dans cette diversité de l'administration centrale, il faut faire des AG, des assemblées générales, et il faut les faire générales dans le sens d'essayer de mettre tous ensemble, mais surtout, c'est aussi par profession ou par métier, pour arriver à recréer de l'intelligence collective, parce que c'est vrai que quand on s'est mis tous ensemble, on est beaucoup plus intelligent des pilotes qu'on a en face, parce que c'est des pilotes qu'on a en face de différents chantiers. Alors, je ne suis pas sûr que tous ils ont le permis de conduire, mais apparemment, ils sont tous pilotes. Et de retrouver l'intelligence collective, et nous, notre rôle d'organisation syndicale, une organisation syndicale plurielle, c'est au fond d'arriver à organiser, à nous mettre ensemble les personnels et d'arriver à porter après leurs paroles, parce qu'on a un représentant après auprès des ministres et des directeurs, de reporter leurs paroles. Donc c'est d'arriver à les faire, c'est long, parce que c'est vrai qu'on a commencé il y a 2 années. Vous commencez, vous faites une ordre d'information syndicale, vous avez 2 personnes, des fois vous avez 0. Des fois vous énervez parce qu'il y a 0, le travail que j'ai fait ça marche pas, et après vous voyez que doucement ça monte, ça prend, les gens ils se voient, ils commencent à parler, ils parlent aussi en dehors, ils nous reviennent nous voir, des fois c'est eux qui nous appellent pour dire il faudrait que vous nous réunissez à nouveau parce qu'on a travaillé tous ensemble sur comment faire une contre-proposition sur les projets qu'ils ont, et c'est ça qu'on essaye de faire, et qu'on essaye de porter une administration centrale. Après, qu'est-ce que c'est compliqué? Et je comprends, mais moi je trouve que ce n'est pas incompatible, la grève ou les autres formes d'action. C'est parce que c'est vrai qu'on a une société de communication. Qu'est-ce que je vous ai... Des fois, vous devez vous battre comme ils réorganisent, je ne sais pas, les services de paye. Alors vous avez derrière des gens qui sont là pour faire des fiches de paye, regardez, ils ont une expertise, hein. Ils sont passionnés de leur travail, heureusement, parce qu'ils sont attachés aussi au ministère de la Culture, les gens sont attachés à leur mission. Mais c'est vrai que quand vous allez faire un communiqué sur ça, la presse et les médias, je les comprends, hein, c'est pas très sexy. Ils ne vont pas faire la une du journal télé le soir avec ça. Et donc il faut arriver à trouver de quelque chose, d'imaginer quelque chose qui attire l'attention sur ça. Parce que c'est vrai que y a tout ce qu'on fait, c'est tout lié. Parce qu'au fond, s'il n'y avait pas ces personnes-là qui font les payes à la fin du mois, il n'y aurait pas les autres qui travaillent pour qu'ils seront payés, il faut qu'ils les payent à la fin du mois. Donc, en réalité, tout est lié. Mais il y a des métiers dedans et des choses qui sont moins sexy des autres. C'est beaucoup plus sexy de dire, ah tiens, je m'occupe de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. Mais en réalité, derrière, il y a plein de petits métiers qu'ils font, que le monsieur qui s'occupe de ça, il est payé, il a tout ce qu'il faut pour faire les travaux. Donc, en réalité, c'est tout ça qu'ils sont en train de les monter, et que ça rend fatigant, et les conditions de travail, ça devient pénible pour les agents en administration centrale qui sont très attachés à leur mission, et ils croient vraiment que leur mission, et c'est la réalité au fond. Après, on peut changer de société, hein, mais pour maintenant, l'administration centrale, c'est qu'est-ce qu'elle doit avoir un peu. Elle a la mission de regard un peu sur le reste du ministère de la Culture, sur
sur comment ça se passe la culture et de faire les liens et s'assurer qu'il y a une égalité des traitements, soit pour les agents du ministère, mais même pour les professionnels et le public de la culture, que vous êtes en Rhône-Alpes, que vous êtes en Bretagne, que vous êtes à Paris. Et c'est ça le rôle, au fond, d'un service d'administration centrale, que ça se passe un peu, qui a le plus possible d'égalité, même si ce n'est pas parfait. Et donc, juste, si c'est possible pour compléter, donc réduire la place et rôle de l'administration centrale, c'est évidemment s'en prendre aux politiques nationales. C'est aussi vouloir changer les règles et donc déréguler d'une certaine manière sur des petits systèmes, parce que chaque système du ministère de la Culture est un système socio-économique très, très fragile. Je pense aux musées, qui sont les musées nationaux, qui sont des petits ou des gros services publics. Les bibliothèques, je pense aux bibliothèques nationales, mais il y a aussi la question des bibliothèques des collectivités. Il y a aussi la question de l'archéologie préventive, il y a la question des archives, il y a la question de la musique, des théâtres nationaux, de la question de Radio France, de la télévision et ainsi de suite. Et donc tout ça, ce sont des champs de services publics qui bénéficient évidemment de dispositifs particuliers, de réglementations particulières. Et donc le but du jeu aussi, c'est d'affaiblir l'administration centrale qui est là aussi pour protéger ces dispositifs-là. Et donc évidemment, toute leur politique d'austérité aboutit évidemment à des engagements de l'État et donc conduit aussi un certain nombre d'établissements publics. Ils sont poussés à ce qu'on appelle à aller chercher des ressources propres. Ça veut dire tout simplement augmenter les tarifs d'entrée quand il s'agit des musées. Donc ce n'est pas tout à fait les politiques de démocratisation que veut soi-disant le ministère de la Culture ou même le président de la République. C'est augmenter aussi les locations d'espace à des privés, à des mécènes qui ne sont pas toujours très fréquentables par ailleurs. Donc voilà, et ça réduit autant les espaces publics qui sont pourtant dédiés à la culture et donc dédiés à tout le monde. Donc ça, voilà, c'est ces choses-là qui sont importantes. Donc le constat qu'on avait fait à la CGT depuis longtemps, c'est qu'il y avait à la fois des problèmes très forts, évidemment, d'inégalité sociale dans le pays, mais quand on dit inégalité sociale, il y a aussi inégalité culturelle qui sont encore plus fortes. Parce que s'il y a un SMIC, il n'y a pas de SMIC culturel, en tout cas, ou même si vous avez un SMIC, pour vivre, après, en matière d'accès à la culture, ça peut rester limité. Mais par ailleurs, la culture, c'est pas non plus que de l'accès, que de rentrer dans un musée et ainsi de suite. Chacun est porteur de culture. C'est aussi ce qu'on essaie de défendre à la CGT Culture, à savoir que la question de la citoyenneté et de la culture, et c'est là que la culture est politique, c'est fondamental. Et donc on essaie aussi de développer ça. Ça c'est plutôt les phases, on va dire, les nouvelles séquences qu'on espère avoir justement dans la nouvelle création de la démocratisation, pour faire simple, au ministère de la Culture, là, qui a planté dans le décor quand même Franck Riester. Donc ça aussi c'est important, de se battre pour ses idées et ainsi de suite. C'est de développer justement les notions de démocratie culturelle, mais de manière plus prégnante, que ce soit des droits concrets pour les concitoyens, voilà, tout simplement. Donc réduire les inégalités, c'est important, défendre l'intérêt général. Donc c'est aussi autour de ces valeurs-là qu'on se retrouve au niveau de l'intersyndicale, et c'est pas uniquement de l'administration centrale. Ce matin, on était à une réunion sur les directions régionales des affaires culturelles et la manière dont on réduit les capacités à agir des directions régionales des affaires culturelles dans les départements d'outre-mer. Et puis bientôt, il y aura le projet de loi de décentralisation et ainsi de suite. Bon, bref, et on n'en finit pas. Mais bon, c'est pas grave. On est sur la bataille des valeurs. Et par ailleurs, la bataille des valeurs, on a bien raison de l'amener, puisque sur les retraites, je ne crois pas qu'on l'ait perdu, la bataille des valeurs. En tout cas, elle a eu lieu. Et ça, de ce point de vue-là, c'est important. Alors peut-être qu'ils vont passer leur projet de loi, peut-être qu'ils vont le passer en force et ainsi de suite. Mais bon, voilà. En tout cas, on aura mené la bataille, on aura gagné la bataille des valeurs. Et de ça, j'ose espérer qu'il va... après, c'est le prolongement politique. Vous savez, moi, la CGT Culture, nous, on ne dit rien du tout dans le décor. Mais en revanche, il y a le prolongement politique évidemment à faire, ça c'est extrêmement important. Et puis après, sur la suite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment que le rapport de force par la grève, il est essentiel. Mais la question du soft power, en effet, ce que j'appelle le soft power, les questions de démocratie sociale, elles sont très importantes. C'est redonner la parole au personnel, ça c'est fondamental. Les questions de démocratie, ça peut être très 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 fort. Et on l'a vu avec les ordres mensuels d'information syndicale, uniquement le droit de la fonction publique qu'on a pu utiliser. Et dans ce domaine-là, de relégitimer la parole des personnels, ça c'est fort. Voilà. C'est fondamental et il faut beaucoup plus d'assemblées générales partout sur les lieux de travail.
travail, il faut redonner la parole aux travailleurs, parce que la question d'intelligence collective, elle est vraie et archi vraie. Et puis je m'arrêterai là. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je trouve ça intéressant. Donc, ça sera différent dans la deuxième table ronde. Là, vous étiez majoritairement dans cette table ronde des délégués syndicaux. Aurélie, vous disiez que vous aviez peu l'habitude d'être militante ou proche des activités syndicales. Et je trouve ça, je trouve que se dessine là où commence à résonner plutôt comme une petite musique que je trouve intéressante, qui sera peut-être interrogée dans la discussion, comme entre ce que vous disiez, Aurélie, du sentiment d'être face à un moment historique très particulier qui vous oblige à vous engager. Soit on est témoin passif, disiez-vous, soit on s'engage. Donc entre ce sentiment d'être face à une crise et à un moment historique très singulier qui vous oblige à vous engager, et comme un engagement de plus long terme, comme en sourdine, là, qu'on entend chez les salariés de la BNF, du ministère de la Culture, ou même c'est peut-être intermédiaire de formes de lutte. Donc là, comme là, une petite musique entre ce sentiment de crise et l'inscription dans une action de long terme de ces actions. Je laisse la parole à qui veut poser une question dans la salle. On a une petite demi-heure de discussion devant nous.